Bonjour à tous, bienvenue sur la quotidienne de l'ESD avec, Anthony Boudet. On va parler, d'une thématique, que beaucoup de personnes connaissent et vous en recevez tous les jours, c'est évidemment les emails et on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que vos emails, n'intéressent plus personne. Bonjour, Anthony. Bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Anthony, est-ce que tu peux te présenter, voilà et aussi ton entreprise, nous dire un peu, ce que vous faites, aujourd'hui? Pour me présenter très rapidement, donc Anthony, je suis parti de la société Doulis depuis maintenant quasiment 8 ans. Avant ça, je suis né à côté du Mont-Saint-Michel. J'ai ensuite grandi du côté de Saint-Malo et je suis passé par une école supérieure de commerce à Brest. Donc le bout du monde. À l'époque, on ne parlait pas d'école de marketing digital, hein, c'était pas encore très présent. On faisait du marketing classique et c'est plus les circonstances et la curiosité qui m'ont amené à me tourner vers le digital, puisque je suis parti d'abord en Angleterre où j'ai eu l'occasion de travailler dans le web analytique. C'est là que j'ai découvert la magie de Google Analytics et on pouvait suivre ce qui se passait sur les sites web. Et puis après une expérience en événementiel sportif et chez un e-commerçant, je suis revenu en France et puis après 2-3 expériences, j'ai rejoint Doolist et là je me suis retrouvé plongé dans le monde merveilleux de l'email marketing. Qu'est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus sur l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui? Donc Doolist est quand même, aujourd'hui, un leader sur le marché, de l'emailing et donc dans l'automation marketing, mais évidemment ça on va voir ça un petit peu après. Mais tu peux nous raconter un petit peu, l'histoire de Doolist et ce que vous faites, exactement en termes de métier? Parce que, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Tout le monde connaît l'email marketing, hein. On a souvent tendance à penser d'ailleurs que c'est un petit peu un canal vieillissant et de moins en moins utilisé. Alors, Doolist, on aime bien dire qu'on est toujours un petit peu une start-up au fond de notre cœur, mais bon, il faut être réaliste. Cette année, on fête nos 20 ans. Alors, le contexte fait que ça va être un petit peu difficile de faire ça, de faire une grande fête pour célébrer. Donc, on prévoit peut-être de le faire pour nos 21 ans l'année prochaine. Et Doolist, c'est 75 collaborateurs avec 5 bureaux en France et en Espagne. Et donc avec surtout une double compétence, à la fois technologie et service. Alors sur la partie technologie, c'est vrai que c'est notre cœur de métier, hein. Nous sommes éditeurs de logiciels au départ, donc nous concevons des plateformes de routage email et SMS, en l'occurrence la plateforme Campaign et la plateforme Wave Manager. Et donc c'est ce qui permet, c'est l'outil qui permet de pouvoir envoyer justement des campagnes email et SMS de manière ponctuelle ou de manière automatisée. Donc, à l'intérieur, bien sûr, on englobe un certain nombre de fonctionnalités et c'est pour ça qu'on a une équipe aujourd'hui de développeurs qui travaillent à plein temps pour optimiser ces fonctionnalités et aussi sur un aspect qui est très important en email qu'on a souvent tendance un petit peu à oublier, c'est surtout la délivrabilité des messages parce que si vous faites des campagnes email et qu'elles arrivent toutes en boîte spam, eh bien forcément, vos campagnes email sont un petit peu perdues puisqu'elles n'auront pas d'impact auprès de vos clients ou vos prospects. Donc, on se doit aussi d'optimiser techniquement la délivrabilité des messages et faire que ces messages arrivent en boîte de réception. Est-ce que tu pourrais, expliquer un petit peu aux personnes qui nous Oui. écoutent, parce que c'est pas forcément un terme qui est connu de tout le monde, nous expliquer très brièvement à quoi ça correspond et comment est-ce qu'on peut voir en fait ce fameux taux de délivrabilité? Alors, c'est là où le taux de délivrabilité, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi. C'est pas une science exacte. On parle souvent du taux d'abouti pour dire mon message a bien été livré. La définition de la délivrabilité, c'est la capacité à faire aboutir les messages en boîte de réception sans que leur mise en forme ne soit altérée. Et donc, on a deux dimensions à travers ça. On a l'aspect technique, où justement, j'ai écrit à des personnes et ils ont reçu mon message, mais ils ont reçu mon message dans leur boîte de réception et non pas dans leur boîte spam. Je ne sais pas, par exemple, si je te demandais, Jérémy, combien de fois par jour tu vas consulter ta boîte spam? Oh, alors moi, je suis un peu un fanatique, mais j'y vais, à peu près 2 fois par jour. 2 fois par jour. Donc, tu es un petit peu comme moi, tu es un petit peu déformé par le métier ou Exactement. potentiellement, tu vas la vérifier pour être sûr de ne pas rater des conversations. Mais sinon, on constate qu'en moyenne, les gens vont aller voir une fois par semaine et encore leur boîte spam quand ils ont eu surtout déjà une mauvaise expérience d'avoir un email qui était arrivé en boîte spam et qu'ils souhaitaient absolument recevoir. Donc, il y a Mmh. ce premier aspect technique qui a pour vocation, donc la délivrabilité, c'est ça, c'est de faire aboutir les messages en boîte de réception. Mais aujourd'hui, la délivrabilité, c'est 20% de technique et 80% de marketing. Et quand on parle de marketing, c'est le fait de faire aboutir les messages en boîte de réception sans que leur mise en forme ne soit altérée. C'est parce qu'aujourd'hui, déjà, quand on prépare un message email, la mise en forme, le code HTML est très différent de ce qu'on peut avoir sur les sites web et on se doit de l'optimiser justement pour qu'il soit bien livré. Aujourd'hui, on utilise à la fois les clients de messagerie que nous avons sur nos téléphones, mais aussi des navigateurs parfois. Et c'est pour ça aussi que du coup, Doolist a lancé il y a 10 ans la deuxième partie qu'on voit ici sur ce schéma, la partie Ouais. service, parce que on s'est rendu compte que de donner une plateforme pour permettre aux annonceurs
d'envoyer des emails et des SMS n'était plus suffisant. Il fallait aussi les accompagner à la fois dans la préparation des messages pour concevoir des messages qui donnent envie, parce qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'emails tous les jours. Donc, il faut arriver à se différencier de la concurrence, mais également de pouvoir comprendre quand on a des problèmes justement de délivrabilité. Et quand on a des problèmes de délivrabilité, c'est parce que souvent, on peut avoir des problèmes de collecte d'adresses email, on peut avoir aussi des problèmes de segmentation, on peut avoir des problèmes de stratégie, et c'est là que le pôle conseil, justement, intervient. On est une équipe aujourd'hui de 7 consultants qui vont accompagner les clients pour pouvoir optimiser leur stratégie email. Et puis, bien sûr, on a toute la partie formation et support et accompagnement dans l'utilisation d'une plateforme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe beaucoup de plateformes email et SMS disponibles directement en ligne où on est totalement autonome pour faire ces campagnes. Mais quand on va utiliser des plateformes qui ont des fonctionnalités plus avancées, il est important de pouvoir compter sur quelqu'un qu'on peut appeler quand on est un petit peu dans la panade pour pouvoir arriver à préparer sa campagne. Super. Donc en fait, si j'ai bien compris, votre mission, elle est vraiment là. C'est-à-dire que vous êtes aussi bien du côté technique que sur le côté conseil. Et c'est pour ça qu'en fait qu'on vient vous appeler pour votre compétence à la fois technique et, euh, et servicielle pour aller accompagner les clients dans leur stratégie emailing. Donc, ok. Donc ça, c'est un point qui est hyper clair. Là, Comment éviter ouais, qu'ils arrivent dans les spams? on est justement au cœur des problématiques de la délivrabilité, c'est que ce ne sont ni les annonceurs ni les routeurs qui vont décider de livrer ou non les messages en boîte de réception. Ce sont ce qu'on appelle les fournisseurs d'accès Internet ou les mailbox service providers, Gmail, Microsoft ou autres, qui vont décider de livrer ou non les messages en boîte de réception s'ils jugent que la communication va intéresser le contact final. Et donc, du coup, on se doit de suivre leurs règles. Et bien sûr, leurs règles, ils ne les disent pas. Ils ne vont pas vous dire, on filtre les messages à cause de ça. Parce que les spammers, aujourd'hui, les spammers, c'est 95% des messages qui sont bloqués. Ce ne sont pas des messages de publicité comme on pourrait le croire. C'est des messages qui visent à vous voler votre identité, à vous installer un virus sur votre PC, donc des messages qui sont dangereux, qui sont liés à des problèmes de cybersécurité. Et bien, du coup, comme ils veulent bloquer un maximum de ces messages-là, ils bloquent aussi des messages commerciaux quand ils se rendent compte que ces messages ne respectent pas leurs règles. Et c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, nos compétences chez Doolist, c'est de mixer à la fois les compétences de nos développeurs sur la partie technique pour développer une plateforme qui réponde aux besoins, justement, des clients à faire que leur message arrive en boîte de réception, mais aussi une partie service pour les accompagner. Et c'est là où on retrouve des consultants, des email marketing spécialistes, des graphistes même, pour justement optimiser tous les pans de la chaîne de la livraison du message. Par rapport aux différents types de métiers, parce que là, on voit sur ton schéma, donc on a vraiment la partie technique et la partie servicielle. Là, on se dit, OK, en fait, l'emailing, c'est pas juste quelqu'un qui est tout seul dans son coin, qui fait un email, qui est à la fois graphiste, intégrateur, ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers à l'intérieur, donc comme tu viens de l'expliquer. Et comme ça, grosso modo, tu disais qu'il y avait 70 personnes chez vous, chez Doolist, donc dans une entreprise telle que la vôtre. Est-ce que tu pourrais nous dire brièvement, en termes de secteur, par exemple, tu sais qu'il y a le studio chez vous, il y a la partie service. En termes de pondération, est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes à la partie technique ou à la partie conseil? Ça se passe comment chez vous? Alors, on est à moitié-moitié, justement. C'est vraiment là où ce schéma est révélateur. C'est vraiment, on a une partie technique sur le développement de plateformes où on va compter 25 personnes à peu près qui vont travailler à l'optimisation technique de la plateforme et le développement de nouvelles fonctionnalités. Et puis également, on a 25-30 personnes sur la partie servicielle. J'oublie pas bien sûr les autres services, communication, commerciale, comptabilité, qui nous accompagnent tous les jours pour pouvoir accompagner nos clients. Mais c'est vraiment moitié-moitié parce que, en fait, faire un email, moi, quand j'ai commencé à faire de l'email, ma première campagne, quand j'étais en Angleterre, c'était vers 10 000 personnes. J'appuyais sur un bouton et j'étais sûr que le message allait arriver en boîte de réception. Je l'envoyais vers 10 000 personnes et tout se passait bien. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut à la fois analyser ces résultats, de comprendre pourquoi on est bloqué. Alors, comment éviter justement de se retrouver bloqué? Il faut analyser tout ça. Et la plateforme en elle-même ne peut pas le donner parce que la délivrabilité, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas un indicateur, un taux qui va vous dire vous êtes en boîte spam ou vous êtes en boîte de réception. Il faut analyser les résultats et c'est là où, justement, nous, on a cette double compétence marketing et technologique pour accompagner nos clients. Et c'est vrai que ça nous aide aussi, quand on discute avec nos développeurs, le développement de la plateforme, forcément, est influencé par le retour aussi des personnes au service et vice-versa. Et les clients aussi, bien sûr. Notre objectif, c'est vraiment d'aider nos clients à engager, de fidéliser vos contacts. Et c'est pour ça que quand Sarah nous parle de taux d'engagement moyen d'un email, on peut se poser la question, c'est quoi l'engagement? Si on parle de taux d'ouverture, mais aujourd'hui, on recommande qu'il faut avoir un taux d'ouverture d'email de 24%. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le taux de réactivité, le nombre de personnes qui ont cliqué dans le message par rapport au taux d'ouverture?
Et là, on va considérer que c'est une personne sur 5. C'est plein de facteurs qui vont faire aujourd'hui que l'engagement des contacts à travers le canal email, ça ne se mesure pas uniquement avec 2 ou 3 indicateurs. Ça se mesure dans le temps. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le consommateur, il est omnicanal, tout le monde en parle. Avant, quand on envoyait une campagne email, on envoyait une campagne et on regardait 5 jours après combien ça avait rapporté. Or, aujourd'hui, je peux recevoir une campagne email, être potentiellement intéressé, mais je vais revenir plus tard. Et bien là, il faut arriver à mesurer ça et c'est là où le marketing, justement, par email doit changer. C'est ce qu'on a sur ce schéma-là et c'est comme ça que nous accompagnons nos clients aujourd'hui pour changer la manière dont ils font de l'email. C'est que depuis que l'email est arrivé, on ne s'est pas trop posé la question de ce qu'on allait faire à l'intérieur. On a transposé ce qu'on faisait au format papier, au format numérique, sans changer son contenu. C'est-à-dire que bien, on envoie des pages de Exactement. catalogue, de produits et de services avec des prix, des descriptifs, en disant c'est ce que veulent recevoir les gens. Alors oui, une partie des personnes veulent recevoir ce type de message, mais ce n'est plus la majorité, puisqu'aujourd'hui, nous, consommateurs, nous sommes autonomes. Quand nous avons besoin de nous renseigner sur des produits, nous allons faire des recherches par nous-mêmes. Nous n'attendons pas de recevoir un email. Et c'est là où il faut changer le mode de communication aujourd'hui qu'on a par email. Il faut rajouter un petit peu plus d'informations à partir de la société. Alors, on utilise le cercle d'or de Simon Sinek et j'invite tout le monde, si vous ne connaissez pas, à aller voir le TED Talk Start with the Why sur Simon Sinek, où il nous explique justement arrêtons de parler uniquement de nos produits et nos services, parlons de nous, de notre entreprise, de ce pourquoi on est là, de ce qu'on a à offrir. Et c'est lorsque le consommateur aura besoin de nos produits qu'il devra justement se souvenir de nous parce que justement on a eu un impact positif. Et l'idée, c'est vraiment ça, Doolist aujourd'hui, c'est d'aider à engager les contacts à travers à la fois les solutions technologiques et les solutions de services sur tous les enjeux aujourd'hui qu'on a de communication et de marketing qui se sont largement complexifiés avec les différents canaux qu'on a sur le web aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le voir un petit peu après, mais effectivement, la partie data est quand même un enjeu aujourd'hui pour pas mal d'entreprises. Et donc, on va voir exactement comment ce que vous faites aussi, vous, pour l'implanter à la fois chez Doolist, mais aussi chez vos clients. Donc, pour avoir des retours et du feedback sur la data, pour savoir comment est-ce qu'on met une stratégie email un peu plus, on va dire, calibrée. Quand vous avez des clients qui viennent vous voir, qui vous disent, OK, bah voilà, moi, j'ai une base de clients. Est-ce que vous allez faire en sorte de faire un clean de cette base? Est-ce que vous allez bien vérifier que les personnes qui sont dans la base ont bien accepté un opt-in ou voire double opt-in? Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue RGPD compliant? Donc les RGPD qui est le règlement sur la protection des données pour les utilisateurs, donc pour être sûr qu'on soit bien dans les clous et qu'on ne soit pas hors la loi, donc que les gens aient bien accepté d'avoir notre email. Donc comment est-ce que toi tu fais en tant que directeur conseil de Doolist qui travaille là-dedans tous les jours? Ça doit être un casse-tête monumental. Non, c'est pas tant un casse-tête que ça, parce qu'en fait, le RGPD est juste venu apporter un peu plus, j'ai envie de dire, d'administratif à un travail qui devait déjà être fait. Aujourd'hui, quand on parle de consentement, la loi informatique et liberté précisait déjà que l'opt-in était obligatoire en B2C et en B2B, on laissait une certaine latence parce que le contexte n'était pas le même. C'est comme quand on parle de simple opt-in ou double opt-in. Moi, ma première question, quand j'ai un client comme ça qui arrive avec une base de données, c'est même pas de lui demander si les contacts sont opt-in, c'est de savoir comment il les a collectés et comment il a réussi à les engager pour récupérer leur adresse email. S'il me dit, j'ai récupéré la base email savonnée d'un copain, d'un CD-ROM, ou alors on l'a récupéré là, je lui dis, arrêtons, ça ne sert à rien d'envoyer à ces personnes-là, elles ne vous connaissent pas et on va atterrir en boîte spam. Par contre, s'il me dit, c'est une base client qu'on a collectée depuis 5-6 ans, eh bien, c'est là où on va plutôt y aller progressivement et on va travailler cette base de données grâce à la data, justement, parce qu'on a beaucoup d'informations. La date de dernier achat, la date d'entrée en base, toutes ces informations qualifiantes qu'on va avoir sur les contacts, sur ce qu'ils ont pu nous dire, mais sur ce qu'on a détecté, parce que si c'est la beauté de l'email, c'est qu'aujourd'hui, quand on ouvre et qu'on clique un message, cette information est enregistrée. Et c'est là où on peut voir parfois que quelqu'un nous disait qu'il était intéressé par faire du kayak, sur un formulaire, par exemple. Et puis, en fait, on se rend compte qu'un an après, il est plus intéressé par faire des randonnées en vélo. Je pense à ça parce que j'étais en train de parler avec la DT Ardèche il n'y a pas très longtemps, justement, de ces problématiques, de comprendre ce qu'ont envie de faire les Français quand ils sont en vacances. Et donc, c'est d'utiliser toute cette donnée-là pour faire des messages qui soient pertinents et de proposer des contenus qui soient engageants et pas juste d'envoyer le même email à tout le monde et d'attendre un petit peu comme la pêche au gros, de remonter les filets et d'attendre que ça tombe. Ça ne fonctionne plus. Il faut arrêter ces mécaniques-là et malheureusement, il y en a encore trop. Je pense qu'on a tous reçu des emails en se demandant un jour, mais pourquoi j'ai reçu cet email? Et donc, c'est pour ça que simple opt-in pour moi… Pardon?
Non, vas-y, je te laisse finir. Je dis pour moi, le simple opt-in, aujourd'hui, l'aspect réglementaire du RGPD n'oblige pas à avoir un double opt-in avec message de confirmation. Le double opt-in, il est intéressant quand on a des pratiques de collecte qui sont un petit peu limites parfois, peut-être un petit peu agressives. Je pense à l'affiliation qui est assez bien fait, mais qui parfois permet de récupérer un peu de contacts qui sont un peu trop larges et un peu éloignés de mon métier. Ça permet de valider un double engagement. Par contre, quand on collecte aujourd'hui sur son site en son nom, mais il n'y a pas Pas besoin besoin. de mettre un double opt-in en place tant qu'on explique justement pourquoi on souhaite récupérer l'adresse email des Mm. personnes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un opt-in, c'est justement les petites cases que vous avez à cocher quand vous êtes sur un formulaire en disant, voilà, est-ce que vous acceptez de recevoir la newsletter de Doolist, par exemple? Et derrière, vous allez avoir encore une autre case, un double opt-in, qui va dire, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir les communications des partenaires de Doolist? Donc là, on sait que c'est sur de la revente de data qui va être derrière, donc ils Ah vont oui, ça repartager un petit c'est peu ça. encore autre chose. Ouais, c'est même pas un double opt-in, c'est l'opt-in partenaire où justement je Mm. souhaite faire profiter. Le double opt-in, c'est plus aussi de renvoyer un message en disant vous avez coché cette case, mais Par la êtes-vous mail. bien sûr? Est-ce que c'est bien vous la personne qui est derrière l'email? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a rentré Exactement. votre email à votre place? Ouais, effectivement. Voilà, donc ça permet de vérifier justement. Mais normalement, avec les sécurités qu'on met en place sur les formulaires, les captchas, ce genre de choses, Mm. on n'est pas obligé d'en arriver au double opt-in. Mais en tout cas, ça permet toujours d'engager les personnes davantage. Et c'est vrai que ça fait peur aux annonceurs de se dire, oh là là, Mm. mais on n'en a que 20% qui vont cliquer sur le lien. Mais non, si vous expliquez aux personnes que vous leur envoyez un email et qu'il faut qu'ils valident, comme quand vous créez un compte sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, la première chose que vous faites, c'est que vous allez sur votre boîte et vous cliquez sur le lien. Et bien là, c'est le même Exactement. principe. Et on le voit avec les emails de double opt-in, on est à 85% de retour. Donc, ça Mm. démontre bien finalement que quand c'est bien expliqué, les personnes répondent présent. Tant mieux, super. Bah, tant mieux, c'est pas mal, c'est parfait comme transition parce que justement, tu parles de contenus voilà, qui sont pas forcément les meilleurs aujourd'hui, qu'on reçoit plein de mails qui sont pas forcément de qualité et qu'on passe très rapidement à la poubelle. Donc justement, on va parler un petit peu des contenus email avant le Covid voilà, qui étaient déjà hyper importants en termes de contenu. Encore plus pendant le Covid et donc là, post-Covid, il va y avoir forcément des choses qui vont arriver et tu as préparé quelques infos là-dessus effectivement, donc on va en parler et donc Mmh. est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue sur la situation actuelle et sur ce qui s'est passé là, sur ces 3 mois, de Covid et comment est-ce que tu vois les choses, dans les mois à venir, en termes de contenu, notamment sur l'email? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en email marketing avec ce qui s'est passé pendant le début de la période de confinement, donc à partir du 17 mars avec le Covid, c'est la même chose qu'on a vécu avec le RGPD en mai 2018. Tout le monde s'est un petit peu affolé, a envoyé des messages et beaucoup d'emails. Et donc, les filtres anti-spam, qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? C'est qu'ils ont durci leurs règles de filtrage. Et donc, on a aujourd'hui, nous, des clients qui respectaient les règles des filtres anti-spam, qui se sont retrouvés bloqués parce qu'ils avaient fait un envoi Covid. Parce que, il ne faut pas rêver, il n'y a pas que les annonceurs qui parlent du Covid pour expliquer pourquoi ils ne sont pas ouverts. Il y a aussi tous les spammers qui vont utiliser le Covid pour vous vendre des masques à 400 $ ou alors vous usurper votre identité, ce genre de choses. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc, les filtres anti-spam se sont durcis. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il faut être très vigilant aujourd'hui quand on va reprendre les envois email marketing après cette période où peut-être on n'a rien envoyé pendant 1 mois et demi et reprendre progressivement. La deuxième chose, et c'est vrai que là, moi, je le vois très clairement, depuis 2 ans, les emails marketing ne fonctionnent plus comme avant. Ils sont même en baisse de performance. On a beau optimiser la délivrabilité, on a beau optimiser l'utilisation de la data, on se rend compte que les taux d'ouverture, les taux de réactivité stagnent. Et ça, en fait, c'est ce que par rapport à ce D'accord. qu'on disait juste avant, c'est que les contenus n'intéressent plus les consommateurs, ça ne nous intéresse plus, nous non plus, en face. Et donc, du coup, eh bien, nous, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on accompagne justement à travers le cercle d'or nos clients pour changer le contenu des messages et partager un peu plus de leur culture d'entreprise, de ce pourquoi ils ont choisi ces produits, ce qu'ils souhaitent mettre en avant. La période de confinement et le Covid a fait que les entreprises ont dû revoir totalement leur stratégie de communication et communiquer davantage sur elles, sur leurs valeurs, sur ce qu'elles font, parce qu'on ne pouvait plus parler de son catalogue produits-services. Et la grosse erreur qu'il y a aujourd'hui serait d'abandonner tout ça et de revenir aux communications qu'on faisait avant le confinement et donc se remettre donc à renvoyer les catalogues des produits et services. Non, il faut faire un mix des deux parce que c'est ça aujourd'hui d'engager aujourd'hui les contacts, c'est de leur parler à la fois de ce que vous avez à leur proposer, mais aussi de leur mettre en avant pourquoi vous avez choisi ces produits pour eux et surtout comment vous les avez sélectionnés et à quels besoins ils vous répondent. Et donc ça, c'est vraiment très important aujourd'hui à prendre en compte parce que finalement, nous, consommateurs, nous avons changé. Cette période nous a tous forcément influencés
Et donc, il est important de s'adapter pour les entreprises. Et on parlait justement logique, email marketing et campagne ponctuelle. Et Jérémy commençait à aborder la notion de trigger marketing. Alors, pour rappeler ce qu'est le trigger marketing à tout le monde, le trigger marketing, c'est le fait d'envoyer le bon message avec le bon contenu à la bonne personne et au bon moment. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est ça le trigger. Et donc, c'est ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui. Le trigger le plus connu souvent, c'est celui qui va être envoyé pour votre anniversaire. C'est le jour de votre anniversaire et donc je suis sûr que vous recevez tous entre 5 et 10 messages pour votre anniversaire en vous disant bon anniversaire, voilà 10% de réduction, ce genre de choses. Alors au niveau du contenu, tout est à refaire parce qu'on n'attend pas d'avoir notre anniversaire pour profiter de 10% de contenu. Parfois, on peut parler d'autres choses à ce moment-là. Mais l'idée est d'automatiser des messages pour qu'ils se déclenchent automatiquement avec du contenu qui soit adapté par rapport à la personne. C'est un peu le cas, par exemple, ce qu'on appelle les welcome packs, où à partir du moment où vous vous êtes inscrit à une newsletter, on va vous envoyer une série de plusieurs emails à J+3, J+5, J+10 pour vous amener à découvrir l'annonceur, découvrir la société et vous donner envie de vous engager justement. Ce n'est pas uniquement en vous proposant des produits et des services. L'idée est de vous faire découvrir tout un univers. Et donc, c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui parce que le gros avantage du trigger marketing en plus, c'est qu'une fois qu'on l'a paramétré, eh bien, ça tourne tout seul. Et donc, on n'a pas besoin de retourner tous les jours ou toutes les semaines refaire sa campagne. C'est Jérémy, s'il s'est inscrit il y a 5 jours, il aura déjà reçu un premier message. Si je m'inscris moi aujourd'hui, eh bien, je vais recevoir le message que Jérémy avait reçu précédemment. Et donc, on fait une boucle et donc, on alimente une conversation. Et c'est ça qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que l'email, c'est avant tout un canal de conversation. On alimente une conversation avec les consommateurs grâce justement au trigger marketing. Et puis, grâce à la data, bien, on va adapter les scénarios parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur eux en fonction de quel message ils ont ouvert, où est-ce qu'ils ont cliqué. Et donc, on va pouvoir avoir des branches, comme vous pouvez le voir, qui vont se détacher en disant, bah, tiens, si il a ouvert mes messages et qu'il a cliqué, c'est qu'il est intéressé. Eh bien, c'est peut-être le service commercial qui va prendre le relais pour l'appeler, pour affiner son besoin. S'il n'a pas trop répondu, eh bien, je vais continuer à lui envoyer des scénarios pour lui mettre en avant toujours mes premiers services. Et puis surtout, s'il n'est pas intéressé du tout et qu'il n'ouvre pas mes messages, qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est d'arrêter de lui taper sur la tête jusqu'à qu'il ait envie d'acheter. Comme vous pouvez le voir sur ce scénario-là, Anthony a très bien expliqué, c'est souvent vous allez recevoir un mail particulier quand vous allez ouvrir un mail et derrière, bah, vous recevez un autre mail 2 jours après en disant hey, j'ai vu que tu avais ouvert mon mail, est-ce que ça te dirait d'entrer en conversation avec nous? Et bah ça, c'est pas quelqu'un qui est derrière son ordinateur qui le fait à la main parce que vous imaginez bien qu'il doit envoyer ça à 1 500 personnes. Bien Donc sûr. c'est des solutions, notamment comme Doulis, qui permettent de le faire. Et donc les scénarios que vous voyez là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Un exercice qui avait été fait l'année dernière par des étudiants de l'ESD, toujours avec Doulis durant la certification, parce que c'est pas que de la théorie, on fait aussi pas mal de pratiques. Et donc vous avez poussé un peu dans les retranchements en leur disant bah voilà, bah à vous maintenant, faites-nous un scénario pour donc là c'était pour un événement ITEX et donc avec tous les scénarios possibles qu'on pouvait avoir. Du lancement de l'événement jusqu'à la fin, on va vraiment voir les personnes qui vont s'inscrire à un événement. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez, on va dire, communes pour les boîtes qui sont assez habituées, mais il y en a plein qui ne le font pas aujourd'hui. Et donc c'est là où Doulis intervient pour, en termes de stratégie, pour accompagner les entreprises pour mettre en place des scénarios de ce type-là. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est C'est notre force aujourd'hui. Doolist, c'est un peu plus de 800 clients et de tout secteur. On nous demande souvent, est-ce que vous êtes plus sur tel ou tel secteur? Non, aujourd'hui, nous, on travaille sur tous les secteurs parce que les mécaniques sont toujours les mêmes. On est sur des mécaniques technologiques, de déclencher les bons messages au bon moment, de jouer sur les timings. Et puis parfois, ce qui peut bien fonctionner dans le domaine de la culture va fonctionner en banque. Et là, c'est vrai que quand on a amené les étudiants de l'ESD à réfléchir, nous, on était face à une problématique que nous posaient nos clients, auxquels on avait commencé à répondre, mais on souhaitait aussi avoir justement un petit peu l'avis des étudiants sur ce sujet-là. C'était de se dire, bien, malheureusement, parfois, je n'arrive pas à dépasser le 30% de participation à mon événement entre les personnes qui se sont inscrites et qui vont venir réellement. Donc, comment je peux finalement automatiquement alimenter les inscrits avec des messages pour leur donner envie de venir? C'est des choses qui peuvent paraître tout à fait banales. Mais par exemple, de recevoir un email à J-2 pour vous dire que parce qu'on est en pleine période de canicule, vous aurez des bouteilles d'eau qui seront mises à disposition à l'entrée du salon, justement parce qu'il fait très chaud, bah, c'est le genre de choses qui peut donner envie de venir alors qu'on était en train de se dire « Oh là là, je ne vais pas aller m'enfermer dans le palais des expos de Paris parce qu'il va faire très chaud. » Ah bah tiens, oui, j'ai eu ces petits emails pour me donner envie pour me rappeler qu'il y aura des bouteilles d'eau, donc je vais peut-être faire aller l'effort de me déplacer.
Et on les avait vraiment fait réfléchir là-dessus pour dire il faut gérer à la fois l'avant-événement, pendant l'événement également, pour donner envie, pour les rappeler aux personnes qu'ils se sont inscrites et qu'ils sont toujours les bienvenus pour venir. Et puis après l'événement, bien sûr, pour remercier et préparer la saison suivante pour leur donner envie de revenir. Et c'est vrai que l'analogie que tu faisais sur l'email où c'est automatisé, l'email, en fait, on est un petit peu l'ancêtre du chatbot. Aujourd'hui, les chatbots permettent d'apporter des réponses automatisées en live aux clients. L'email, en fait, c'est une manière automatisée de communiquer avec les contacts quand les forces commerciales ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est pour ça que ça continue de fonctionner aujourd'hui, à condition de bien le faire justement et de faire des campagnes qui ont du sens. C'est le canal pour moi prioritaire aujourd'hui quand on fait du marketing, c'est l'email qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Hein. Ça, y a pas de débat. Sur le retour sur investissement, on est de l'ordre d'aujourd'hui de 38$ pour $1 investi. Donc c'est le canal qui est le plus rentable, mais c'est plutôt logique puisque contrairement à de l'AdWords, vous allez cibler des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de vous. Là, quand on parle d'email, les personnes ont commencé à vous faire confiance en vous donnant leur adresse email. Donc, elles ont fait le premier pas vers vous. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand on parle de marketing automation avec nos clients, on le fait souvent en workshop avec eux, au conseil, où on leur dit, bon voilà, ils nous disent, on va faire un scénario de bienvenue. Je leur dis, d'accord, vous voulez parler de quoi? On ne sait pas trop. Et en fait, l'analogie que j'aime bien leur faire, je dis, écoutez, c'est très simple. On va dire que quand ils vous ont donné l'adresse email, c'est un petit peu comme si vous veniez de lancer juste avant le premier date. Vous avez commencé à converser. Et donc, on va essayer de faire un petit peu comme dans une relation amoureuse. Vous essayez de construire une relation avec ces personnes-là. Et donc, vous n'allez pas directement dire « Est-ce que vous voulez vous marier avec moi ?» Ça ne se fait pas juste après la première rencontre. Mais quels sont les éléments de contenu que vous allez diffuser pour que les personnes aient envie de vous connaître au fur et à mesure et puis qu'elles s'engagent avec vous justement dans une relation durable. Et donc, dans le cadre d'entreprise, bien sûr, de l'achat d'un produit et d'un service et surtout de réachat, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le problème de beaucoup de sociétés, c'est que 80% des clients sont mono-acheteurs et ils ne reviennent pas. Tout ça parce qu'ils vont directement à la concurrence parce qu'ils n'ont pas les bons contenus. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on est prêt parfois à payer un petit peu plus cher si on est engagé auprès d'une société et qu'on lui fait confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc, est-ce que vous avez déjà reçu des emails durant le confinement? Est-ce qu'ils vous ont marqué? Il y a seulement 22% des personnes qui trouvent que les emails étaient engageants. Sinon, tout le reste, on est plutôt sur du non à pratiquement 60% et certains aller à 20%. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un vrai gap dans le contenu des marques aujourd'hui qui devrait être un peu plus peut-être empathique ou en tout cas qui devrait être un peu plus percutant pour aller justement vers une relation et une conversation un peu plus intéressante avec leurs clients ou leurs prospects. C'est le décalage qu'on voit aujourd'hui, nous, pour le conseil. C'est vrai que notre cœur de métier, c'est l'email marketing, mais l'email est au centre du marketing. Et en fait, c'est tout le marketing global qui a aujourd'hui une difficulté, c'est qu'il y a une crise de confiance entre les consommateurs et les marques. Aujourd'hui, on a 80%, encore ce chiffre, mais il est toujours révélateur, 80% des consommateurs qui ne font plus confiance aux marques et qui vont privilégier les avis donc que ce soit les avis laissés sur Internet ou les avis des proches. Donc, parfois, ils préfèrent suivre les avis de personnes qu'ils ne connaissent pas plutôt que le discours de la marque. Mais ce n'est pas très surprenant quand on y pense, puisque il ne faut pas oublier que dans les années 70, la publicité vous disait que votre médecin vous recommandait de fumer une cigarette par jour. C'est un exemple. Je pourrais parler de Nutella, de Barbie, de toutes ces choses-là. Donc, en fait, là, il y a une rupture de confiance et il faut arriver à rétablir cette confiance avec le consommateur. Et c'est ce que font très bien des marques, justement, quand elles vont non pas simplement parler de ce qu'elles ont à proposer, mais parler d'eux. Moi, je pense souvent à Back Market, qui est une société qui fait ça très bien, qui, avant de parler de ses produits et ses services, explique pourquoi elle le fait, pourquoi elle existe, pourquoi elle met tout ça en avant. Et ça, c'est important aujourd'hui, quand on parle d'email marketing, c'est de sortir des mécaniques passées pour aller justement vers un marketing qui soit plus éthique, qui soit aussi plus orienté sur les besoins du consommateur et pas simplement faire de la publicité pour faire de la publicité. D'accord, ouais, super. De toute façon, c'est ce qu'on se dit parce que même là, par exemple, là, on est sur la slide parfaite où on est sur la solution Doolist data, donc on pourrait très bien se dire, ouais, on veut que augmenter les taux de conversion, que faire en sorte d'avoir un maximum d'ouverture à un taux de clic. Mais effectivement, ton message est clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vers une communication éthique où on va aller vers une relation un peu plus intimiste aussi avec ses clients, avec ses prospects. Et ça, je pense que c'est des choses que vous poussez aussi chez Doolist. Et donc, c'est obligatoire aujourd'hui d'arriver à mixer ce genre de choses. Et souvent, on nous dit, mais par où on commence? Commencer par relire la page « Qui sommes-nous »
pour reprendre votre cœur de métier, de vous souvenir qui vous êtes, parce qu'on est tellement la tête dans le guidon. C'est vrai, hein, aujourd'hui, quand on fait du marketing, on est dans la tête dans le guidon tous les jours. On doit gérer l'email, l'AdWords, les réseaux sociaux, les produits, les rythmes commerciaux. Et on en oublie finalement ce qui peut intéresser. Combien de fois, moi, quand je demande à mes clients sur 5 campagnes que vous avez effectuées, combien, lorsque vous avez appuyé sur le bouton, vous vous êtes dit « Oh là là, bon, j'ai fait cette campagne, j'appuie sur le bouton envoyer, mais je sais que ça ne sert à rien, elle est nulle. » En général, on me dit qu'il y a 2 campagnes sur 5 qui sont faites comme ça, justement, par habitude et non par conviction. Et justement, quand on utilise des outils de DataVis comme là, on a sur l'écran aujourd'hui, c'est que l'avantage aussi du digital aujourd'hui, contrairement au marketing qu'on pouvait faire il y a 10 ou 15 ans en offline, c'est que tout est mesurable. Donc, mesurons, prenons le temps aujourd'hui d'analyser les données. Tout ce qui est outil aujourd'hui de data visualisation nous permet de gagner du temps. Arrêtons de passer du temps sur Excel, s'il vous plaît. On perd un temps fou aujourd'hui à faire des tableaux, à récolter des données, alors qu'on a des outils qui nous permettent de le faire automatiquement. Et ça, c'est un vrai gain de temps aujourd'hui. Quand on a toutes ces campagnes et qu'on voit tous nos taux d'ouverture envoyés, de nos campagnes envoyées sur le mois, c'est très facile de voir les campagnes qui n'ont pas fonctionné et de se dire, bon, ça, on arrête, on va arrêter de passer du temps sur ces campagnes qui ne fonctionnent pas, on ne va pas les répéter. Par contre, on va investir ce temps aujourd'hui qu'on avait dans la création de contenu qui soit réellement intéressant et dans l'optimisation de campagne et notamment aussi forcément dans la mise en place de scénarios trigger marketing, donc de programmes automatisés qui ont une valeur ajoutée qui aujourd'hui double par rapport à des campagnes ponctuelles. Oui, même en termes de temps passé, c'est quand même un gain de temps qui est assez dingue en termes de productivité pour les équipes. Et ça, c'est indéniable. D'ailleurs, il y a une question sur l'automation par rapport à Louis qui demande, donc on vous intégrez un CRM avec qualification de contact automatique selon les actions utilisateurs. Est-ce que c'est le cas chez Toolist? Je suppose que oui. Et si une personne répond à un mail d'un scénario, est-ce qu'il sort du scénario pour passer à une relation humaine? Est-ce que c'est possible de le faire ou pas avec justement d'aller aussi vérifier que la personne a bien eu une personne en contact au téléphone et qu'on puisse le retrouver quelque part, qu'on ait ce point de contact et qu'on se dise ah ok, telle personne est vraiment intéressée par la solution, par mon produit, parce qu'elle a eu quelqu'un au téléphone derrière. Est-ce que c'est des choses que vous faites aussi chez Louist? Oui, il y a 2 choses qui sont primordiales. Il y a la première qui est en effet le suivi comportemental de ce que font les personnes quand elles reçoivent des emails, si oui ou non elles ouvrent, si elles cliquent à l'intérieur, de voir si elles sont intéressées pour apprendre justement à arrêter de leur envoyer des campagnes si elles n'ouvrent pas. Mais le deuxième niveau, en effet, c'est l'interconnectivité avec des plateformes tierces. Aujourd'hui, nous avons un pôle connectivité et sécurité, parce que quand on parle connectivité, là, le RGPD a imposé des gros changements justement pour qu'il y ait un peu plus de rigueur dans l'échange des données. Malheureusement, avant le RGPD, là, j'en ai pas vu beaucoup encore jusqu'à présent, mais je voyais encore beaucoup trop de fois des fichiers de base de données qui gravitaient en pièces jointes d'email. C'est très facile de détourner un email aujourd'hui. Donc, comment perdre ta base de données en quelques clics? C'est quand même fâcheux. C'est quand même fâcheux. Donc, la connectivité, c'est primordial aujourd'hui et c'est justement comme ça, c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle des API, Doolist va renvoyer les informations vers des systèmes tiers, qu'on parle de Salesforce, qu'on parle d'un système, d'un CRM interne, qu'on parle d'un SI. Et le SI va renvoyer cette information-là, donc soit en temps réel, mais en général, on n'est pas forcément obligé de travailler sur du temps réel sur ces notions-là. On va plus travailler de manière quotidienne, avec des mises à jour quotidiennes qui vont faire graviter ces données et les échanges pour que justement, oui, si par exemple la personne a acheté ou a été en contact avec le service client, eh bien elle sorte du scénario qui était prévu et rentre soit dans un autre scénario, soit qu'elle rentre en pause également. Je vais prendre un autre exemple très parlant et je suis sûr que ça parlera à certains d'entre vous. J'ai fini par être agacé de Nespresso où je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je passais une commande, 10 jours après, je recevais un code de réduction. Sauf que comme je commandais 250, 300 capsules, j'en avais pour 4 mois. Donc, je n'étais pas prêt à recommander. C'est là où on voit parfois des entreprises qui font un peu trop de mass mailing et un peu trop de mass communication et qui sont pas assez dans la relation particulière avec chacune des personnes qui sont en face d'eux. Oui, c'est juste une erreur de jugement sur le scénario. Il serait très facile d'ajouter à leur newsletter ponctuelle, d'enlever toutes les personnes qui ont passé une commande sur les 20 derniers jours. Pour travailler dans l'emailing, c'est quoi les qualités et les compétences requises? Parce qu'il y a forcément un petit truc et quelque chose qu'il faut avoir en plus que dans les autres métiers. C'est quoi pour toi les grandes qualités, les compétences qu'il faut avoir? Alors, je ne sais pas si c'est différent dans d'autres métiers, mais en tout cas, pour moi, la qualité principale aujourd'hui, quand on veut travailler dans l'email, c'est la curiosité. Et surtout quand on veut travailler dans le digital. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des écoles comme l'ESD qui vont proposer des cursus de formation qui vont permettre d'acquérir des connaissances et des compétences sur le marketing digital.
Sauf que moi, c'est ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est la beauté de mon métier, c'est ce que je disais il y a 5 ans n'est potentiellement plus tout à fait vrai aujourd'hui, et je ne sais pas encore ce que je vais dire dans 5 ans. Et donc, il est important d'être curieux et de s'adapter en permanence aux changements des consommateurs, aux changements des technologies, pour s'adapter et donc toujours avoir cette soif d'apprendre sur ce qui se passe dans le monde réel, d'être curieux par rapport à ce que font des clients, et puis d'être curieux aussi sur les résultats de l'email et de ne pas juste répéter les choses sans se poser la question de savoir si ça a fonctionné. Merci beaucoup, Anthony, puis on se revoit très Merci vite. De toute Jérémy, merci façon, à tous. merci, à bientôt. Au À bientôt, revoir. au revoir.